Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. En Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent a vu son PIB reculer de 0,7% au premier trimestre 2017. Donc l'économie sud-africaine est entrée en récession selon les chiffres officiels publiés ce mardi matin. Condé les tablettes de la discorde, le président guinéen Alpha Condé a donc décidé de suspendre le projet Un étudiant, une tablette qu'il avait lancé donc en 2015 en pleine campagne présidentielle. Sur le plan local, on dit que l'amour n'a pas de frontières. Le Loving Day est organisé donc par les amoureux au banc public. Que veut dire le Loving Day? Nous avons ce soir avec nous comme invité au téléphone, c'est Flora Delfos, un membre de cette association. Flora Delfos, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Le Loving Day, l'amour n'a pas de frontières, à votre avis. Pourquoi n'a pas de frontières? Pourquoi n'aurait-il pas de frontières en amour? Ah, l'amour. L'amour n'a pas de frontières, effectivement. Je pense que tout un chacun peut s'en rendre compte autour de lui ou même dans sa vie personnelle. Voilà. Le Loving Day commémore en fait le combat d'un homme noir et d'un homme blanc, et d'une femme noire dans les années 60 aux États-Unis, alors que les États étaient encore dans le Sud, ségrégationnistes, ils n'avaient pas le droit de s'unir et de vivre leur vie. Et c'est Monsieur Richard Loving, son nom de famille, il était un peu prédestiné, qui s'est battu avec son épouse pendant de nombreuses années, pendant près de 10 ans, pour que leur union soit reconnue et qu'ils puissent faire leur vie comme ils l'entendaient. Et en fait, le Loving Day commémore cette date du 12 juin 67, où la Cour suprême des États-Unis leur a donné raison finalement. Et cet arrêt Virginia contre Loving versus Virginia, marque le début en fait de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Très belle histoire. Et donc, samedi 10 juin prochain, donc votre association, le mouvement des amoureux au banc public, organise toute une journée pour commémorer cela. C'est vrai. En fait, depuis ce Loving Day, c'est commémoré aux États-Unis et un peu depuis quelques années, c'est commémoré aussi en Europe. Et nous, c'est la deuxième fois à Lyon qu'on le fait. Donc, cette année, ça tombe le samedi 10 juin. On commence à 16h pour terminer dans la soirée un peu tardivement, pas loin de minuit. Et on fait la fête en fait de manière très chaleureuse. On invite tout le monde, les couples, pas les couples, les cœurs solitaires, mixtes ou pas mixtes. Donc on est un collectif sur Lyon et un mouvement national, en fait les amoureux au banc public, pour défendre et promouvoir les droits des couples qui sont binationaux. Donc concrètement, un Français ou une Française et un étranger hors Union européenne, ou aussi un étranger communautaire, c'est-à-dire par exemple un Italien ou un Espagnol, avec, mettons, une Guinéenne ou un Éthiopien. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Je vais annoncer donc en titre, donc, l'économie sud-africaine est entrée en récession selon les chiffres officiels publiés ce mardi. L'économie la plus industrialisée du continent africain a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% au premier trimestre 2017. C'est un deuxième trimestre consécutif dans le rouge pour l'Afrique du Sud. Les analystes dont s'attendaient à de meilleures performances, ils avaient prédit une légère croissance de l'économie sud-africaine, mais le recul des activités de ce premier trimestre, donc 2017,
a pour principale raison les mauvais résultats de la production de l'électricité et de l'industrie manufacturière. Dans cette émission, on aura un regard beaucoup plus tendre. Tendre parce qu'effectivement, les humains, s'ils se multiplient aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de la tendresse, les hommes et les femmes se sont toujours aimés, ils s'aimeront toujours, au-delà des clivages raciaux, au-delà des différences de nationalité, d'origine. Un mouvement appelé Mouvements amoureux au banc public dont on a choisi de célébrer l'amour qui n'a pas de frontières, le Loving Day. Flora Delfos est notre invitée, elle est membre de cette association. Une fois de plus, bonsoir Flora. Oui, bonsoir à tous. Bien. Bonsoir Noël. Donc la question que j'ai posée, c'est de savoir pourquoi commémorer la Loving Day samedi prochain. Eh bien, on commémore le Loving Day parce que ce combat en fait de Richard Loving et son épouse Mildred a 50 ans cette année. Et donc c'est très important de montrer ce combat. D'ailleurs, il y a un film qui a été montré et qui est sorti sur les écrans le 15 février 2017, qui s'appelle tout simplement Loving, qui retrace leur parcours. Et donc, ils ont 50 ans, ce combat a 50 ans, et pourtant, il y a encore plein d'obstacles administratifs. Je parle donc de la France que je connais le mieux, mais aussi de l'Union européenne. Et les amoureux au banc public, par les collectifs qui sont sur l'Île-de-France, sur Marseille, sur Montpellier, sur Lyon, portent la parole des couples binationaux, multinationaux. Là, à Lyon, oui, allez-y. on les aide juridiquement. Il y a un pôle juridique. Flora, excusez-moi, on reviendra sur ce que vous faites au sein des amoureux dans une petite minute, mais l'événement aura lieu où précisément? Ah oui, alors l'événement samedi, bien sûr, c'est gratuit pour tout le monde et c'est place Mazagran dans le 7e arrondissement de Lyon. Place Mazagran sur la rue Sébastien Griffe. C'est de 16h à 23h et gratuit pour tout le monde. Si vous voulez des informations, on a le Facebook, Amoureux Banc Public Lyon, avec un événement et il y aura de la musique, des contes, un bal avec des initiations gratuites, bal spring, plein de choses. Il y aura aussi des jeux pour les enfants, une buvette, la restauration en continu. Et la musique, ça va de la cumbia au rock en passant par Ce sera gratuit tout cela ou est-ce qu'il y a une participation aux frais? Tout ça gratuit, tout ça gratuit. Tout ça gratuitement. C'est gratuit parce que l'amour, c'est gratuit. Vous disiez qu'au sein du mouvement amoureux au banc public, que faites-vous concrètement? Alors concrètement, on a 3 pôles en fait dans le collectif. À Lyon, on a un pôle qui est juridique, qui consiste à faire le premier mardi et le troisième mardi de chaque mois à 18h30 des permanences juridiques. Donc ce soir. Chacun peut venir avec ses problèmes. Ce soir, il y en a une, c'est la dernière avant le bal, et il y a donc des bénévoles et l'avocat bénévole spécialisé en droit des étrangers, Maître Zwin, qui reçoit et conseille avec les bénévoles des amoureux au banc public, qui conseillent les couples qui ont des soucis. Par exemple, leur dossier n'a pas été pris en préfecture, ils vous laissent marier par exemple, ou voilà, ils doivent attendre trop longtemps pour faire venir leur épouse ou leur époux, ou tout simplement ils en sont aux prémices et ils s'aiment mais ils ne savent pas comment pouvoir rester ensemble devant l'administration. Je pense qu'il y a plein de soucis dont vous parleront un peu plus Georges et peut-être son épouse. D'accord. J'ai découvert votre mouvement il y a 5 ans de cela, en 2012. Et est-ce qu'aujourd'hui, sur le point de vue politique, vous arrivez à vous faire entendre? Alors, en partie, mais la majorité des problèmes subsistent en cela que les couples binationaux sont encore suspectés, a priori en fait, et on a beaucoup trop de personnes aux permanences à Lyon qui montrent bien qu'il y a toujours autant de soucis. La coordination nationale, donc c'est à Paris, il y a quand même 2 salariés pour ce grand mouvement et pour coordonner les collectifs, sont en contact avec le cabinet du ministère de l'Intérieur régulièrement pour faire du lobbying, en fait, du lobbying positif. Et nous, au niveau local, il y a des accompagnements en préfecture et il y a des audiences auprès de monsieur le préfet 2 à 3 fois par an avec d'autres associations de droits des étrangers, donc pour essayer de faire évoluer les choses. On est aussi en contact avec des parlementaires européens et les élus locaux, notamment les maires, pour diffuser les bonnes pratiques et le respect de la loi, parce que des fois, on a des gens qui ignorent simplement. Sans vouloir faire mal, ils ignorent les droits des personnes. Excusez-moi, Flora, quand vous dites en fait Oui. qu'ils rencontrent des difficultés, qu'on suspecte toujours, on suspecte qui? Le conjoint étranger? Il est suspecté de quoi? Majoritairement, on a le suspect
Français, oui, étranger qui est suspecté de vouloir s'unir seulement pour obtenir un droit au séjour, alors que, bon, on dénonce depuis longtemps que le droit au séjour est une condition pour notamment fonder une famille, mais aussi tout simplement pour vivre une relation. Naturellement, voilà, une relation affective, il faut bien être présent l'un à l'autre. Et puis, on a aussi un soupçon sur le français d'être un mauvais français, hein, je le dis parce que je l'ai vécu, de tirer la nation vers le bas. Parfois, ça va assez loin dans des interrogatoires, dans des interrogatoires de police, notamment quand on veut que l'on s'explique sur ce mariage, qu'on suspecte d'être de complaisance, d'être gris ou blanc, on suspecte de se faire embobiner, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Flora pour ces explications. Nous rentrerons plus en détail avec l'invité qui est en studio. C'est un membre, aujourd'hui il est membre des Amoureux Banc Public, donc il a eu à connaître ce périple-là. Avec lui, on l'appellera Georges. Encore merci et au plaisir de vous retrouver Flora. Est-ce que je peux terminer sur une note positive? Vraiment, allez-y donc. On traite des problèmes très lourds, mais en fait, on fait tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et il y a toujours une ambiance assez folle aux Amoureux Banc Public. Et en plus, on a 10 ans cette année. Hein, c'était 2007 la création. Donc, samedi 10 juin, place Mazagran, l'après-midi, ça va être la folie et c'est gratuit. Donc, venez. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous poursuivons dans notre magazine avec cette autre brève qui vient de l'Afrique. Le président guinéen Alpha Condé a décidé de suspendre le projet Un étudiant, une tablette qu'il avait lancé en 2015 en pleine campagne présidentielle. À l'origine de cette décision, l'attitude des étudiants vis-à-vis du chef de l'État à l'occasion du lancement du Forum de l'étudiant guinéen. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dès son entrée dans la salle, les étudiants ont réclamé leur tablette en scandant « Nos tablettes ». Ces revendications, dont lui rappelant une promesse électorale non tenue, ont provoqué la colère d'Alpha Condé. Le président guinéen donc a menacé les étudiants et leur a rappelé son passé de leader estudiantin en France. Une vingtaine d'associations anticorruption au Nigeria donc menacent de poursuivre en justice le gouvernement à cause de l'attribution d'un marché pétrolier. Elles accusent donc les autorités d'avoir violé les procédures dans le cadre d'un projet d'exploitation d'une raffinerie de pétrole évaluée à 15 milliards de dollars. Début mai dernier, le secrétaire d'État nigérian au pétrole, Emmanuel Ibe Kashiku, avait annoncé donc que le géant pétrolier italien Eni et sa filiale nigériane Agip Oil Company allaient réparer, agrandir et gérer la raffinerie de Port Harcourt dans le sud-est du pays. La compagnie italienne s'est engagée à investir 15 milliards de dollars et à cet effet, pour les 20 associations dont la société civile, l'octroi de ces marchés s'est déroulé sans appel d'offres, sans publicité ni concurrence et en flagrante violation de la loi. Nous retrouvons donc dans ce studio notre invité, c'est un membre du mouvement des amoureux au banc public que nous appellerons Georges ce soir. Une fois de plus, bonsoir Georges. Oui, bonsoir Noël, bonsoir aux auditeurs. Donc, c'est à l'occasion donc de la Loving Day, cet événement que vous organisez, donc votre mouvement organise samedi prochain à Lyon, que vous êtes là ce soir pour nous parler en fait de votre parcours en tant qu'homme français marié à une non-française. Dites-nous, qu'est-ce que vous donne envie de témoigner ce soir? On va témoigner de la difficulté, effectivement, des tracasseries administratives pour arriver, effectivement, à nous unir et ensuite à vivre ensemble. Donc, voilà, on va dire particulièrement... Voilà, c'est surtout ce parcours-là du combattant dont on a envie de témoigner, oui. Bien. Donc, ce soir, on fera un tour sur le continent et à Lyon, sur l'Afrique. Et tantôt, on reviendra vers vous pour découvrir en fait cette difficulté que vous avez eue à vous unir. Je rappelle donc que votre chère et tendre est d'origine africaine. La difficulté, c'est qu'elle n'était pas française. Au moment du mariage, elle n'a pas un titre de séjour régulier en France. Ce qui a compliqué tout. Qu'est-ce qui pose problème à ce niveau-là? Pourquoi la difficulté, en fait, voilà, d'accepter que votre femme actuelle puisse obtenir un titre de séjour? D'où venait le problème? Alors, bon,
Nous, notre cas est un peu particulier parce que moi, j'avais essayé déjà de la faire venir en tant que touriste déjà, parce que avant de nous unir, j'aurais bien voulu qu'elle puisse venir au moins voir un petit peu comment se passait la vie en France, parce que c'est bien beau de dire on va se marier, mais habiter en France pour savoir déjà si elle, ça lui plaisait comme façon de vivre. J'aurais bien voulu qu'elle vienne avant. Bon, ça n'a pas du tout été possible parce que la demande de visa en tant que touriste a été complètement refusée. Ce qu'il faut savoir, pour venir en tant que touriste sur le sol européen, en fait, on nous demande notamment des attaches en fait sur le continent africain qui vont prouver que l'étranger ne va pas s'établir sur longue durée sur le sol français. Et donc, tout bonnement d'avoir... ce qu'ils demandent, en fait, principalement, c'est des feuilles de salaire. Il faut savoir qu'en Afrique, la majorité des gens qui travaillent, même lorsqu'ils travaillent, ils n'ont pas de feuilles de salaire officielles. Donc, déjà, c'est très compliqué, tout bonnement, pour venir en tant que touriste. Alors, si je comprends bien votre propos, c'est que vous souhaitiez que votre dulcinée, en ce temps-là, vienne faire un tour en France pour observer, c'est ça? Oui, voilà. Parce que donc, ça laisse aussi entendre que le soupçon que les autorités avaient, autant pour moi, donc ce soupçon-là était fondé, dans le sens que vous aviez quand même un projet de vie commun, même si à ce moment-là, ce n'était pas forcément pour venir s'installer. Le soupçon qu'ils ont, c'est que l'étranger vienne en France pour du tourisme et effectivement reste sur le sol à des fins non touristiques. Moi, ce n'était pas du tout le cas qu'on voulait faire. Je voulais qu'elle vienne déjà pour se rendre compte de la vie et ensuite, effectivement, si ça lui plaisait, qu'on puisse avoir comme projet de vivre en France. Donc, lorsque vous parvenez à la faire venir, c'est vous qui allez la retrouver sur le continent africain? Voilà, tout à fait. Donc la seule possibilité pour nous, en fait, c'était finalement que moi, j'aille là-bas pour me marier localement et faire reconnaître le mariage dans le droit français. Et c'est là que c'est fait avec des difficultés là-bas sur le continent ou pas du tout? Pour notre cas, nous avons été, on va dire, assez chanceux. On a eu quelques difficultés sur place, mais ça s'est relativement bien passé. On a eu de la chance d'être dans un pays, que ma dulcinée vienne d'un pays africain, mais qui a un état et une organisation, on va dire, assez carrée administrativement, où on arrive quand même à avoir des papiers. Et l'ambassade de France là-bas aussi travaille, on va dire, correctement. Donc on a réussi, nous, à nous unir. Mais c'est un cas particulier et c'est certainement pas la majorité des cas, notamment la majorité des personnes qu'on peut voir en difficulté aux amoureux en public. Ça veut dire que sur place, dans le mariage se déroule administrativement bien, vous êtes mariés, ensuite vous venez en France. Voilà, alors avec quand même quelques difficultés, même localement, notamment bien faire attention notamment à tout ce qui est l'orthographe des noms de famille et des prénoms, pour que sur l'état civil, que ça soit l'acte local et par rapport au papier de l'état civil, donc de la famille de mon épouse, soit bien orthographié de la même façon pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite, notamment ensuite pour faire transcrire le mariage dans le droit français. Donc on a eu quelques allers-retours à la mairie de quartier, notamment... Ici en France? Non, là-bas localement, et on a même eu dérangé le maire localement au cours d'une réunion pour qu'il nous re-signe un papier avec la borne d'orthographe. Bon voilà, ça n'a pas été non plus de tout repos, mais on est quand même arrivé à nos fins. Vous l'avez fait. Voilà. Donc, une fois en France, où commence la difficulté? Une fois en France, les difficultés ensuite, c'est... Déjà, nous, par exemple, ma femme était enceinte et donc l'accouchement allait avoir lieu peu après son arrivée. La principale difficulté, c'est comment être assuré socialement en si peu de temps, alors que la loi, à l'époque, donc fin d'année dernière et jusqu'à début d'année, prévoyait que tout étranger qui arrivait sur le sol français devait y résider au moins 3 mois pour avoir des droits d'ouverture à la sécurité sociale, en étant entré légalement. Et c'est là que c'est un petit peu
La situation était assez bizarre dans le sens où les étrangers qui arrivent à rentrer illégalement peuvent bénéficier, eux, parfois de l'ACS ou de la CMU, mais nous, on était entrés légalement sur le territoire et on n'avait aucune possibilité de bénéficier de cette aide-là, et on n'avait pas non plus possibilité d'avoir des droits sociaux rapidement. Donc, première difficulté, c'est pour accéder aux soins. Et par la suite, administrativement, là, parce qu'à ce moment-là, elle a un passeport, elle a un visa. Elle a un On l'imagine. passeport avec un titre de séjour de conjoint français à faire légaliser en préfecture, donc avec notamment une première visite en préfecture avec l'achat aussi d'un timbre fiscal et une deuxième visite avec un test de français pour voir quel est son niveau. Et c'est ça qui ensuite permet de légaliser le titre de séjour. Combien de temps a duré dans la procédure de la légalisation du titre de séjour? Ça a duré 2 mois. En 2 mois, elle a eu son titre de séjour. Oui. Bon, on va dire que tout s'est bien passé dans votre cas alors. Mais dans notre cas, notre cas n'est certainement pas représentatif, mais pour nous, ça s'est assez bien passé. Aujourd'hui, vous êtes membre du mouvement des amoureux en public. Quand vous observez aujourd'hui ceux qui viennent solliciter le soutien des responsables aux amoureux en public, quelles sont les principales difficultés que ces personnes rencontrent? Les principales difficultés, en fait, c'est des gens qui sont déjà arrivés en France, des fois, et qui n'ont pas des visas de long séjour, donc qui doivent retourner dans leur pays. Et comme ils doivent retourner dans leur pays, ils ne peuvent pas non plus se marier en France. La demande de mariage n'est pas acceptée par l'État français parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour en France. Donc du coup, ils sont coincés. D'un côté, ils ne peuvent pas se marier en France parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Et ils ne peuvent pas faire légaliser le titre de séjour parce qu'ils ne sont pas mariés. Je dois donc préciser qu'effectivement, le mouvement des amoureux publics se donne pour objectif de venir en aide aux couples franco-étrangers, on les appellera ainsi, qui ont toujours maille à partir avec les services de l'État, c'est-à-dire la préfecture, pour obtenir un titre de séjour en bonne et due forme. Pour vous aujourd'hui, cela fait combien de temps que votre couple vit officiellement en France, je veux dire de manière régulièrement en France? Donc depuis le début de l'année, donc... C'est récent. Oui. Est-ce que votre épouse aujourd'hui se retrouve, je veux dire, elle est partie de son pays d'origine pour venir vivre avec un homme dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Dans le passé, est-ce qu'elle a pu retrouver des repères 5 mois après, à peu près? C'est sûr que c'est un changement de vie totalement différent. Voilà, elle n'a pas de famille ici. Donc c'était un petit peu un gros pari sur l'avenir pour elle. Est-ce qu'elle va être heureuse ici? Même, bon, c'est sûr que nous, on s'aime et on a une vie de couple, une très belle vie de couple, mais bon, des fois, l'amour ne peut des fois pas faire tout si on n'a pas de famille, si on n'a absolument pas de repères. C'était un gros pari et c'était risqué de la faire venir, sans idée pour elle de ce que pouvait être la vie ici. Bon, nous, on a de la chance, tout se passe bien pour nous. Elle est très heureuse ici et j'en suis ravi. Est-ce que quand vous regardez donc comment on va dire ça, les difficultés des couples franco-étrangers à être régularisés, est-ce que vous comprenez, les services préfectoraux qui aujourd'hui soupçonnent souvent le couple étranger de profiter du mariage ou de faire une escroquerie sentimentale pour avoir un titre de séjour? Est-ce que vous comprenez cela? Non, c'est pas du tout, c'est pas justifié. Enfin, pour moi, je vois pas il n'y a pas de raison de soupçonner cela. On n'est pas, on a le droit de s'aimer, je pense, à travers de n'importe quelle origine qu'on soit et au-delà de toute frontière. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans le 11.5 de Radio Pluriel. Donc, c'était l'artiste Méoué qui parlait des sans-papiers. La différence entre un blanc, un français qui part de la France, quand il est en Afrique, il est appelé coopérant ou expatrié. Lorsqu'un Africain quitte le continent, généralement, il est appelé immigré. Pourquoi cette différence? Cela, on peut en dire long. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde.
Nous allons prendre 2 brèves en provenance de l'Afrique et on va retrouver notre invité de studio dans quelques instants. Les nouvelles sont plutôt bonnes du côté du Nigeria, donc c'est l'épouse du président nigérian Aïcha Buhari, de retour à Lagos après une visite à son mari à Londres, qui a assuré que ce dernier se porte bien. L'épouse Muhammadu Buhari donc est rentrée ce mardi à Lagos. Donc, Aïcha Buhari s'était rendue à Londres le 30 mai dernier au chevet de son mari malade, parti donc le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni. Le président nigérian, 76 ans, avait déjà passé près de 2 mois à Londres pour des raisons de santé. Buhari donc il va mieux et on va au Kenya où les services de santé au Kenya donc, sont paralysés. Les infirmières ont entamé une grève illimitée pour réclamer une hausse de leur salaire. 45 000 membres du syndicat, 45 000 membres donc du syndicat national des infirmières du Kenya sont entrés en grève. Principale revendication, l'augmentation de leur salaire. Promesse du gouvernement depuis 1 an. Dans plusieurs dizaines d'hôpitaux publics, l'arrêt de travail des infirmières affecte la prise en charge des femmes enceintes ou celles qui allaitent. Et je me tourne donc vers notre invité de studio que nous appelons ce soir Georges. Lui, il a la chance d'avoir un beau bébé et il est accompagné de sa charmante épouse. Dites-nous, Georges, votre épouse aujourd'hui en France, quand on parle des sans-papiers, est-ce que cela lui parle ? Je ne pense pas que ça lui parle pour le moment beaucoup. Donc mon épouse ne parle pas trop le français pour le moment. Elle prend des cours. Elle parlera pas, mais c'est vous qui nous direz à l'observation. Lorsque on évoque cette difficulté des candidats à l'immigration qui arrivent en France et qui se retrouvent dans une situation administrative irrégulière, est-ce que elle se sent concernée ou cela l'affecte ou pas du tout? Pour le moment, c'est vrai qu'elle ne suit pas forcément trop l'actualité et comme on a la chance de vivre à la campagne, dans un village où tout se passe bien, on n'est pas forcément confronté à ce genre de problème. Donc même moi, si je suis effectivement les informations et que je me sens vraiment, que je trouve cette situation déplorable, je ne pense pas pour le moment que mon épouse se rend compte de tout cela, en fait. Je prends la question la pose autrement. Là, vous avez assisté en France à la dernière élection présidentielle où un certain parti politique a pris pour habitude de stigmatiser les étrangers, de les traiter, d'être porteurs de tous les maux. Vous êtes aujourd'hui époux d'une personne d'origine étrangère. Est-ce que ce genre de débat vous parle ? Bien sûr que ça me parle. Qu'est-ce que je peux dire à part que... ça vous parle. Mais je veux dire, demain, ou c'est pas si aujourd'hui, elle le fait déjà. Bon, là, apparemment, le bébé, les tout petits ne travaillent pas, j'imagine. Non, pas du tout. Non. Mais elle sera appelée à être confrontée à la recherche d'un emploi et sera confrontée aux difficultés que rencontrent certains, là où la plupart des personnes d'origine africaine noire comme elle est, c'est pas évident. Ah non, c'est sûr que de toute façon... Du moment qu'on n'est pas, qu'on est différent, on va dire du français bien blanc et bien éduqué, les difficultés s'amoncellent, oui. Bien, nous repartons sur le continent via les ondes et on vous retrouve dans quelques secondes. Dans la région des Grands Lacs où un communiqué publié hier, le gouvernement burundais affirme détenir des documents qui montrent que l'Union européenne a joué un rôle dans la crise qui secoue le pays depuis 2014. Les documents dont en question rapportent des faits graves, je cite, qui datent de 2014 et qui sont imputables à la délégation de l'Union européenne à Bujumbura. Les faits précisent le communiqué du gouvernement remonte à plusieurs mois avant l'insurrection et la tentative de coup d'État de mai 2015. L'Union européenne soutient encore le pouvoir, financé dans des personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation du Burundi. Le document souligne
souligne que ces personnes sont sous mandat d'arrêt international émis par la justice burundaise, à en croire dans Bujumbura. Ces révélations s'ajoutent à d'autres éléments qui poussent le gouvernement burundais à penser qu'il y a une main étrangère qui cherche à saboter le processus qui a conduit aux élections de 2015. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, a appelé hier lundi à la création d'une commission d'enquête spéciale pour retrouver les auteurs du meurtre des 2 experts onusiens. Les corps de l'Américain Michael Sharp et de la Suédoise Zaida Catalan avaient été découverts dans le Kasaï en mars dernier. Ils enquêtaient sur des possibles exactions dans cette partie du centre de la RDC où les miliciens du défunt chef coutumier Kamouina Nsapu affronte l'armée depuis plusieurs mois. L'enquête interne de l'ONU ouverte le mois dernier rendra ses conclusions fin juillet prochain. Notre magazine arrive inexorablement à son terme. Je me tourne vers notre invité de studio que nous avons choisi d'appeler ce soir Georges. C'est un membre du Mouvement des amoureux au banc public, cette association qui vient en aide aux couples franco-étrangers qui rencontrent des difficultés administratives pour régulariser l'autre membre du couple qui n'est pas français. Vous avez bénéficié, du soutien des amoureux au banc public aujourd'hui. Dites-nous, est-ce que le combat avance? Dans le travail qu'ils font, est-ce qu'ils sont entendus par les pouvoirs en France? Oui, ils sont entendus, même s'ils ne sont pas entendus sur sur toute la longueur qu'il faudrait. Mais bon, il faut savoir par exemple que, justement par rapport à la sécurité sociale, le point que je soulevais précédemment, maintenant l'étranger qui vient et qui est conjoint de Français n'a plus à attendre 3 mois par exemple pour avoir une ouverture aux droits sociaux. Donc voilà, le combat avance, ils sont entendus. Je pense que voilà, le réseau aussi des amoureux au banc public est assez grand, est assez large et a quand même un certain appui auprès du gouvernement, on va dire. Donc comme quoi en fait les propositions que font les membres du mouvement des amoureux au banc public portent du fruit. Oui, voilà, tout à fait. C'est pas un combat vain. Le combat avance, même s'il reste toujours beaucoup de choses à améliorer, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, à l'observation, combien êtes-vous à l'observation? Combien sont-ils ceux qui continuent de venir dans le mouvement et qui ont eu à profiter? Je ne fais pas allusion à ceux qui sont demandeurs d'aide. Je fais allusion à ceux qui ont pu profiter, bénéficier du soutien, qui reviennent. Vous êtes nombreux ou pas du tout? À l'observation, je dis bien. Je pense qu'on est nombreux. Alors après, c'est vrai que moi, personnellement, je n'y étais que depuis l'année dernière, donc je n'ai pas vraiment d'ordre d'idée, mais à chaque permanence, on est de toute façon à chaque fois entre 10-15 couples ou représentants de couples qui se présentent. Donc je suppose que c'est quand même plusieurs centaines de couples qui ont été aidés par les amoureux au banc public sur l'antenne de Lyon, juste sur l'antenne de Lyon, oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous, Georges, d'avoir accepté de venir témoigner du travail que fait ce collectif depuis 10 ans qu'ils existent. Et je rappelle donc à ceux qui se joignent à nous, Kassim, à cet instant, que samedi prochain aura donc lieu la Loving Day. C'était toute une journée, enfin toute une après-midi, au cours de laquelle donc, on va célébrer l'amour. L'amour en disant que le slogan c'est « L'amour n'a pas de frontières ». Et ce sera précisément à la place Mazagran, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon, à partir de 16h. Nous repartons sur le continent pour prendre cette autre brève et on va directement dans les îles Comores qui exigent des excuses à Macron. Le ministre comorien des Affaires étrangères, dont Mohamed Bakar Dossa, a exigé hier lundi des excuses, jugeant que la plaisanterie sur les kwassa-kwassa était choquante et méprisante. Il dit, je cite, « Il y a de nombreuses pertes en mer entre Anjouan et Mayotte. Des familles perdent des proches, des fils, des enfants. Ce n'est pas un sujet qui se prête donc à l'humour. C'est cela qui a choqué donc les Comoriens, a-t-il déclaré.
En visite donc en Bretagne, le président français a évoqué les kwassa-kwassa, ces embarcations typiques de l'océan Indien utilisées notamment à Mayotte. Les kwassa-kwassa donc pêchent. Il amène donc du comorien, c'est différent, avait lancé M. Macron lors d'un échange avec des responsables d'un centre régional d'observation et de sauvetage. Notre magazine arrive à son terme. Merci à Georges. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver donc éventuellement samedi si vous serez à la fête, parce qu'on y sera pour couvrir l'événement. Bien entendu. Amis auditeurs, on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h